bonjour à tous, merci pour votre invitation. Effectivement, je vais évoquer disons, l'engagement de la Fédération hospitalière de France sur le sujet de la transition écologique dans les établissements de santé. Et j'en profiterai pour présenter quelques initiatives d'établissements publics qui me semblaient remarquables, pas spécialement de cette région. J'ai essayé de voir assez large. Et donc j'essaierai de tenir dans les 15 minutes. N'hésitez pas à me dire si jamais je dépasse. Tout d'abord, la Fédération hospitalière de France s'est saisie de ce sujet il y a déjà un certain nombre d'années. Je crois que un des premiers colloques sur le sujet que la Fédération avait lancé doit dater des années 2010, 2011, je crois. Depuis, en tout cas, la Fédération a défendu depuis longtemps l'intégration de critères environnementaux dans à peu près tous les domaines d'action, notamment dans les achats. A souhaité aussi valoriser les initiatives au niveau national, les initiatives du terrain, des établissements de santé, mais aussi des établissements médico-sociaux. Nous avons été la première organisation à demander l'intégration des critères environnementaux dans le plan d'investissement Ségur, qui sont toujours à l'état de rédaction, d'après ce qu'on a pu nous dire récemment à l'Assemblée. Et nous avons publié en septembre 2020, alors je dis nous, mais je ne faisais pas encore partie de la fédération, mais j'ai participé à la rédaction. Nous avons publié donc 50 propositions pour soutenir la transition écologique dans les établissements de santé et médico-sociaux. Et une des propositions a été reprise par la DGOS. Il s'agissait à l'époque des conseillers en énergie partagée qui sont devenus les conseillers en transition écologique et énergétique en santé, d'ailleurs dont la notification vient d'être faite et les premières fiches de poste sont sorties plutôt sous l'angle énergie d'ailleurs. Plus récemment, la FHF a décidé à l'occasion des présidentielles, de rédiger et de proposer 30 ambitions à l'attention des candidats à la présidentielle. Donc 30 ambitions qui concernaient aussi bien la qualité des soins, les ressources humaines, l'ensemble des sujets en fait qui peuvent avoir un rapport avec les établissements de santé médico-sociaux. Et deux de ces propositions, deux de ces ambitions sont liées à la transition écologique. Je vais les présenter très brièvement parce que je pense que vous attendez plutôt la présentation des exemples concrets, mais quand même un mot. Les deux propositions sont assez simples et finalement font écho à ce que disait Olivier Thomas. Le premier, c'est donner les moyens aux établissements publics de santé et médico-sociaux de relever le défi. Il y a effectivement beaucoup de réglementations, des choses existent, mais les hôpitaux qui ont déjà de très nombreuses missions et de très nombreuses, je dirais, dépenses obligatoires de fait, n'ont pas forcément les moyens humains et n'ont pas non plus les moyens financiers pour répondre à l'ensemble des obligations. Donc un accompagnement nous semble nécessaire, de même qu'une adaptation des normes, mais peut-être aura-t-on l'occasion de revenir sur la question notamment du reprocessing, qui est le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique, là aussi pour faire écho à ce qui vient d'être dit. La deuxième grande proposition, vous voyez qu'il s'agit de deux propositions qui en fait en abritent une trentaine chacune. La deuxième proposition, donc, c'est en fait d'impliquer tout le monde. C'est-à-dire que, comme Olivier le disait, il faut former. Donc, nous sommes d'accord là-dessus. Il faut former à la fois les professionnels déjà en poste, par le biais de la formation continue, mais aussi former de façon initiale les professionnels qui ne sont pas encore entrés sur le marché de l'emploi, mais aussi mettre finalement dans la boucle les fournisseurs, les groupements d'achat qui sont les centrales, les groupements régionaux de commandes, et aussi s'appuyer sur l'expertise nationale, notamment des sociétés savantes. Pour aller directement au concret, quelques exemples sur la restauration. Pour les biodéchets. Les biodéchets, il s'agit des déchets alimentaires. Je vais vous parler de 3 établissements en quelques secondes. Tout d'abord, le CH de Moulins-Isère, dont je viens. Donc, je fais un peu
chauvinisme. Donc j'étais directeur adjoint, mais je peux vous parler du coup savamment de cette expérience. Nous avons effectivement réalisé une filière à valorisation animale des biodéchets avec un éleveur de chiens qui a été agréé par la DDCSPP. Et donc c'est 12 tonnes de biodéchets qui ont été valorisés et qui sont valorisés annuellement. Il s'agit donc des déchets du self, de la cuisine essentiellement. D'autres solutions existent, les déshydrateurs qui permettent de diviser par 5 le poids des biodéchets en les séchant. C'est le cas notamment au CHU de Clermont-Ferrand et le compostage au CHU de Toulouse. Ensuite, sur les achats, et vous verrez que finalement la question des achats reviendra assez souvent. Les achats, c'est comment acheter en circuit court. C'est un grand sujet en général dont on débat fréquemment. Les règles de la commande publique, les règles européennes sont assez contraignantes en la matière. Mais il existe des plateformes départementales qui s'appellent notre AgriLocal. Peut-être vous connaissez, c'est beaucoup les départements et les régions qui ont recours, et les communes également, pour les cantines, collèges, lycées, où en fait, pour ceux qui connaissent la ruche qui dit oui, peut-être, qui est la version voilà, au niveau des particuliers, eh bien, l'AgriLocal permet la mise en relation des restaurations collectives publiques avec les producteurs directement. Et donc, il en existe dans le 03, donc Allier, Puy-de-Dôme, 88 également. Et donc là, vous avez quelques exemples d'établissements qui ont recours à AgriLocal. Ensuite, le label Mon Resto Responsable, qui est un label gratuit. Il me semble que c'est la Fondation Nicolas Hulot qui le promeut. C'est quelque chose d'assez positif qui permet d'embarquer les équipes de restauration qui sont souvent moteurs sur ces sujets. Vous voyez que la logistique est quand même un vrai laboratoire du développement durable. Et donc ce label qui donc séduit plusieurs CHU, également Moulins, permet en fait d'avoir des engagements, de faire des séances publiques d'engagement également, et au bout de 2 ans finalement de faire un bilan de ce qui s'est fait. Et enfin, la loi Egalim, donc Olivier évoquait les obligations. Donc la loi Egalim en est une. 50% de produits de qualité ou labellisés doivent être achetés, dont 20% bio. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour les établissements qui n'ont pas les moyens. Le budget de restauration d'un établissement, c'est à la louche, si je puis dire, 1% du budget total. Donc Moulins, par exemple, 150 millions d'euros de budget, 1,5 million d'achats de denrées. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Ça, finalement, fait exploser le budget de 20 à 25%. Donc c'est quelque chose qui est hélas compliqué. Les établissements les plus avancés sont ceux-là, et c'est quand même insuffisant. On en est bien d'accord. Les achats, rapidement, achats publics hospitaliers, c'est 25 milliards d'euros, en comptant les investissements. Quelques exemples que je ne développerai pas tous. Tout d'abord pour dire que les achats, en fait, ça concerne absolument tout. Je vous ai parlé des déchets, je vous ai parlé de la restauration. En fait, les déchets pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux fonctionnent par le biais de marchés. Nous ne sommes pas collectés par les collectivités. Donc, en fait, les déchets concernent à la fois les mobilités avec le parc de véhicules, les achats, les déchets, etc. Quelques exemples pour faire écho à ce que disait le docteur Caranco sur le bio-nettoyage sans chimie. Donc, plusieurs établissements, effectivement, se sont lancés sur la microfibre, sur la vapeur. Donc, Toulon, Hyères, Guéret. Il n'a pas cité, d'ailleurs, le guide de l'éco-nettoyage de l'ARS Aura, auquel il a participé, qui est un guide que je vous conseille de lire, qui est très intéressant. Un exemple très ciblé sur le bloc opératoire qui est la suppression du desflurane. Voilà, son remplacement, c'est un gaz anesthésiant qui a un pouvoir réchauffant très important. Donc là, notamment, Jeanne Muret, qui est une anesthésiste, a beaucoup travaillé sur le sujet. IGR, c'est Institut Gustave Roussy d'ailleurs. Et donc plusieurs établissements, de nombreux mêmes établissements, ont commencé à supprimer le desflurane et à le remplacer notamment par le sévoflurane, qui est beaucoup moins polluant. Ensuite, un exemple d'une blanchisserie, les démarches aussi des centrales qu'il faut, je pense, évoquer, qui pour la plupart quand même se sont mobilisées peut-être parfois tardivement, mais en tout cas, voilà, plusieurs catalogues et différentes actions, notamment le label Relations fournisseurs achats responsables avec la CAP, je crois que vous les aviez accompagnés. Voilà. Donc quelques exemples au niveau des achats, mais c'est extrêmement vaste, donc je reste
en superficiel pour le moment. Et pour terminer, les déchets. Alors, je ne sais pas si aussi c'est assez lisible. Alors, sur les déchets, tout d'abord, à droite, l'exemple du CHU de Clermont-Ferrand, dans lequel j'ai travaillé quelques temps. C'est un mind map pour ceux qui connaissent le procédé. En fait, il s'agit de la cartographie en fait, des déchets, à la fois les déchets payants sur la droite et les filières qui permettent soit la gratuité, soit en tout cas une valorisation financière. Et parmi effectivement ces déchets avec valorisation financière, il y a justement les filières de déchets qu'évoquait Olivier sur notamment, par exemple, les sondes d'électrophysiologie qui sont une sonde de cardio et qui contiennent, je crois, du titane ou du platine et qui sont valorisées financièrement. Une réglementation dense, donc, la question du recours aux éco-organismes. De plus en plus d'établissements ont recours aux éco-organismes, qui sont finalement un moyen de valoriser gratuitement les déchets, enfin gratuitement. Disons qu'à chaque fois que l'on achète du mobilier ou un ordinateur, eh bien, le plus souvent, on paye l'éco-participation, enfin, c'est même systématique. Et cette éco-participation, en fait, finance votre futur déchet. Et donc, avoir recours aux éco-organismes, cette éco-participation finance les éco-organismes. Et donc, avoir recours aux éco-organismes vous évite de payer 2 fois l'élimination si vous n'y aviez pas recours. Donc, voilà, il en existe pour le mobilier, pour les pneus, également pour les mobil-homes, si jamais des établissements souhaitaient investir. La filière de biodéchets que j'évoquais tout à l'heure, je n'y reviens pas. Les DASRI, la question du tri des déchets d'activités de soins à risque infectieux. Alors, encore un peu de chauvinisme, je vais encore parler de moulins. Décidément, Ali représente. Sur le jeu de tri d'Asri, il s'agit en fait d'un jeu de cartes qui a été récompensé par l'ANFH l'an dernier. Et en fait, il s'agissait de former les soignants à mieux trier leurs déchets d'activité de soins. Et donc, en fait, il s'agissait tout simplement d'un jeu vraiment fait maison avec 3 boîtes de masques qui étaient recouverts d'un sac plastique noir, jaune et vert pour les 3 grandes filières. En tout cas, on en a plus, mais voilà. Et il s'agissait en fait de jeter les images des déchets dans les bonnes boîtes avec un formateur donc de l'équipe d'hygiène hospitalière. Et ce jeu a reçu donc un prix et a reçu vraiment l'assentiment de tous les professionnels qui ont joué. Quelques exemples sinon sur la valorisation donc des métaux aussi, donc à la fois les métaux précieux que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi des métaux tout court, comme les fils de bistouri électrique ou les lames de laryngoscope, comme certains établissements le font. Et c'est notamment d'ailleurs l'objet de l'association Les Petits Doudous, qui est née à Rennes sous l'influence de Nolwenn Lefebvre, et qui donc valorise ces métaux et donc en profite pour acheter des doudous aux enfants. Je pense que j'ai dépassé, donc je vais terminer très rapidement. Une bibliographie absolument pas objective que je vous soumets. Donc, je vous conseille en tout cas, si le sujet vous intéresse sur les établissements de santé, les articles de Technique hospitalière, qui est une revue qui a cessé de paraître, mais les articles restent pour beaucoup toujours d'actualité. Des dossiers dans gestion hospitalière que j'ai encadrés, mais je ne suis pas le seul à avoir écrit dedans, ne vous inquiétez pas, notamment Olivier d'ailleurs a écrit dans les deux. Les dossiers de novembre 2019 et janvier 2022 qui sont une sorte de mash-up de tout un tas d'actions qui peuvent se faire. Et voilà, sinon quelques autres documents que je vous conseille de lire. Voilà, merci.